Bienvenue dans l'événement du dimanche LCI, ravi de vous retrouver. Bonjour David Doucan. Bonjour Marie. Notre invité, notre grand témoin ce dimanche, Bernard-Henri Lévy, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation à la veille des commémorations du 7 octobre et des massacres en Israël. Je le rappelle, vous êtes écrivain, philosophe, réalisateur. Votre dernier ouvrage, Solitude d'Israël, aux éditions Grassi. Bonjour Bernard-Henri Lévy et bienvenue à vous. Emmanuel Macron, hier, a pris position. Il est opposé à la livraison d'armes à Israël à partir du moment où ces armes peuvent être utilisées à Gaza. Il a expliqué cette prise de position en disant que c'est une question de cohérence. Si on appelle au cessez-le-feu, on arrête de livrer des armes. Comment avez-vous compris cette prise de position ? Je ne l'ai pas comprise. J'ai été attristé et choqué. Choqué à cause du moment, les fêtes de Rosh Hashanah, et la veille du 7 octobre, au moment où tous ceux qui ont un tout petit peu de leur cœur et de leur intelligence en Israël sont en deuil. Donc le moment était terriblement mal choisi. Et puis je ne sais pas, on ne se conduit pas ainsi avec son allié. Est-ce qu'on est l'allié d'Israël ou pas ? Si on est l'allié d'Israël, on ne tient pas des propos pareils. Je pense que c'est une vraie erreur, oui. Chose rarissime, Bernard-Henri Lévy. Réponse immédiate, dans la foulée, déclaration télévisée du Premier ministre israélien qui répond directement au président français. Écoutez-le, très en colère hier soir. Alors qu'Israël combat les forces de la barbarie dirigées par l'Iran, tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Pourtant, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent maintenant à des embargos sur les armes contre Israël. Ils devraient avoir honte. Il devrait avoir honte. Avez-vous souvenir, Bernard-Henri Lévy, d'une crise finalement diplomatique qui est en train de s'installer de cet ordre entre nos deux pays, la France et Israël ? Oui, avec le général de Gaulle en 1967. Mais surtout, nous devrions dire bravo et merci à Israël. Quand une démocratie amie et un pays allié livre cette guerre-là contre le terrorisme, contre la barbarie, contre l'islamisme, contre les héritiers de Daesh et Al-Qaïda, dont nous avons eu à souffrir sur notre sol et dans notre chair, on doit leur dire merci. On ne doit pas leur faire la leçon. Vous comprenez ? C'est surtout ça, moi, qui me surprend et qui me choque. Dire merci, je suis votre raisonnement. Dire merci parce que Israël, au fond, se débarrasserait le monde de terroristes, qu'ils soient du Hamas, qu'ils soient du Hezbollah. Mais les victimes civiles sont là. Dire merci parce qu'il y a aujourd'hui une internationale autoritaire, totalitaire. C'est la Russie, c'est l'Iran, c'est les islamistes sunnites qui ont déclaré une guerre totale à l'Occident et à ceux qui, dans leur propre pays, et celles et ceux qui se réclament des valeurs occidentales. Je pense aux femmes iraniennes, aux dissidents russes, etc. C'est ça le problème. Oui. On est dans une situation géopolitique qui est marquée par cette guerre totale qu'un certain nombre de forces ont déclaré à la démocratie. Alors on se couche ou on réagit à cette attaque sans précédent depuis la chute du communisme. Réagir n'implique pas forcément autant de victimes civiles, autant d'enfants, de non-combattants qui ont été tués depuis le 8 octobre. Moi, ça fait 50 ans que je couvre des guerres. Au Bangladesh, en Afghanistan, en Somalie. J'en ai vu, j'en ai raconté, j'en ai couvert pour Le Monde, pour Paris Match, etc. Je n'ai jamais vu, c'est horrible à dire, mais c'est comme ça, je n'ai jamais vu une guerre où il n'y ait pas de victimes civiles. C'est tragique, c'est monstrueux, mais c'est comme ça. Quand des gens prennent la responsabilité de déclarer une guerre, il faut qu'ils sachent et il faut que nous sachions, même si ça nous brise le cœur, qu'il y aura des victimes civiles. Deuxièmement, dans toutes les guerres que j'ai couvertes dans ma vie, je n'ai jamais vu une armée, alors ça va peut-être pas vous plaire, mais c'est comme ça, qui prennent autant de précautions que l'armée israélienne pour que les victimes civiles en question, il y en ait le moins possible. Vous avez appelé de ces appels, notamment à la population, à quitter les lieux
à ces flyers distribués, lancés du ciel. Les Israéliens font une chose qu'aucune armée ne fait, et aucune armée ne le fait parce que c'est presque absurde stratégiquement et tactiquement. Les Israéliens annoncent qu'ils vont frapper. Ils disent la veille, l'avant-veille, parfois 8 jours avant, parfois seulement quelques heures. Ils disent on va frapper là. Que les civils évacuent. Nous ouvrons des corridors. Nous escortons ceux qui vont les emprunter si besoin. Et si le Hamas les empêche. Les Israéliens font ça. Honnêtement, je vous dis, c'est pas une question, c'est même pas de parti pris. J'ai couvert la bataille de Mossoul. J'étais à Mossoul je tournais un film pour vos confrères d'Arte. J'ai vu la bataille de Mossoul, je l'ai vécue au jour le jour de novembre 2015 à janvier 2016. Je n'ai jamais vu les protagonistes de cette guerre à l'époque, c'est-à-dire les Irakiens, les Américains, les Français et quelques autres, prendre ces précautions-là. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas trop... Bien sûr qu'il y a trop de victimes civiles. Plus de 40 000, selon le ministère de la Santé du Hamas. Oui, selon le ministère de la Santé du Hamas. Voilà, on verra. Mais on va pas parler des chiffres. Il y en aurait même que 30 000 ou que 20. C'est monstrueux. Ouais. Évidemment que la vie... Une vie vaut une vie. La mort d'un enfant, c'est le scandale des scandales. Nous savons tous cela. Mais la réalité stratégique et la vérité, voilà, la vérité, c'est ce que je viens de vous dire. En écho aux déclarations du président de la République, l'Élysée s'est vu obligé de réagir hier soir via un communiqué, rappelant que la France est l'ami indéfectible d'Israël. Les mots de M. Benyamin Netanyahou sont excessifs, ce sont les mots du communiqué, et sans rapport avec l'amitié entre la France et Israël. Bon, pour clore ce chapitre diplomatique entre la France et Israël, il y a une question qui nous vient. On a le sentiment que Benyamin Netanyahou, en réalité, balaye d'un revers de la main toute tentative visant à une désescalade, comme on dit dans le jargon diplomatique. Il y a eu la proposition de cessez-le-feu balayé dans les mots et dans les actes, puisque après la proposition de cessez-le-feu américaine, française, il a frappé au Liban. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun moyen de pousser le Premier ministre israélien vers une solution raisonnée, vers une solution, un chemin de paix. Mais bien sûr que oui. Le chemin de paix, c'est quoi ? C'est qu'à Gaza, le Hamas restitue les otages et rende les armes. Là, il y a la paix à la minute même. Le chemin de paix au nord, au Liban, c'est que le Hezbollah rende les armes, qu'il se replie au-delà du Litanie, qu'il libère le Liban. N'oubliez pas que le Liban est un pays colonisé par une grande puissance étrangère qui s'appelle l'Iran, dont le Hezbollah n'est rien d'autre que l'agent. Le Liban est devenu un pion dans la stratégie géopolitique mortifère de l'Iran. Donc, le jour où le Hezbollah reconnaît sa défaite, ce jour-là, il y aura la paix. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Est-ce qu'on aurait fait... Il y a tant de... Ne remontons même pas à la Seconde Guerre mondiale. Mais évidemment qu'on n'aurait jamais fait de compromis et de cessez-le-feu avec Hitler. Mais récemment, moi j'étais en Afghanistan, j'étais l'envoyé du président Jacques Chirac au moment... après le 11 septembre. On n'a jamais proposé de faire un cessez-le-feu avec les talibans et avec Ben Laden. On les a vaincus. Deux poids, deux mesures. Mossoul, Rafah, le califat islamique. On n'appelait pas à une solution politique quand les assassins, quand M. al-Baghdadi ou son prédécesseur étaient encore en place. Tant qu'ils se battaient, il fallait les vaincre. C'est pour ça que même la phrase que je lisais tout à l'heure, la France est attachée à la sécurité d'Israël. Heureusement, c'est le moindre des droits de tous les États du monde. Le pire État du monde, il a droit à ne pas être envahi. Moi, ce que je souhaite, ce que nous devrions tous souhaiter, c'est qu'Israël l'emporte dans cette bataille-là, qu'Israël l'emporte contre les colonisateurs du Liban, qu'Israël l'emporte contre ceux qui essayent de renverser le pouvoir en Jordanie, qu'Israël l'emporte contre ceux qui essaient de naufrager les accords Abraham. C'est ça la paix. On vous a entendu choqué quant aux propos du président de la République, en écho d'ailleurs à ce que dit aussi le CRIF ce matin, appelé à priver Israël d'armes. Ce n'est pas faire le jeu de la paix, écrivent-ils, cela revient à faire le jeu du Hamas et du Hezbollah. Voilà ce qu'écrit aujourd'hui le Conseil représentatif des institutions. Oui, et ce qui me navre, c'est qu'il
il y a un autre terrain où se joue aujourd'hui la paix du monde, c'est l'Ukraine. D'accord ? Cause qui m'est très chère aussi. Eh bien, sur l'Ukraine, le président Macron a une position impeccable, magnifique. Il sait bien, depuis le premier jour, que c'est en armant les Ukrainiens, en donnant des armes à Zelensky, qu'on prépare la paix de demain. Mais est-ce que vous diriez, pardonnez-moi pour reprendre ma question, que quelque chose, aujourd'hui, s'est brisé entre le président français et les Juifs de France avec cette déclaration? Vous soulignez le timing. Nous sommes à l'avant-veille des commémorations du 7 octobre, la veille même, et on y reviendra longuement un peu plus tard dans cette émission. J'espère que non. J'espère que, vous savez, un lien, il se rompt et il se répare. Hein. Et dans la tradition de pensée du judaïsme, il y a une notion très importante qui est la réparation. Le tikkun olam, la réparation. Un lien, quand il est fort, et c'est vrai qu'entre la France et Israël, il y a un lien fort. Je suis convaincu qu'entre le président Macron et Israël, il y a un lien fort. Le lien il est au bord de se rompre. Il faut le réparer. Et j'espère de tout mon cœur, parce que j'aime mon pays, parce que je suis un bon patriote français. Même quand vous voyez les mots de Benyamin Netanyahou hier soir. J'espère que ce lien sera réparé. Voilà. Réparer le lien entre la France et Israël. Oui. Garantir le droit, évidemment, d'Israël à se défendre. Et à gagner. Et à l'emporter pour nous tous. À l'emporter. Vous parlez d'Israël. J'ai une question toute bête. Est-ce qu'Israël se porterait mieux aujourd'hui si Benyamin Netanyahou n'était pas à sa tête ? Je ne suis pas sûr qu'Israël se porterait mieux aujourd'hui si, en temps de guerre. Vous savez, il y a un principe tout bête. Quelles que soient les opinions politiques que l'on puisse avoir et quelques jugements que l'on puisse avoir sur tel ou tel dirigeant. Et moi, j'étais au premier rang de ceux qui, avant le 7 octobre, étaient défilés dans les rues quand je me trouvais à Tel Aviv un samedi contre Netanyahou, contre les deux ministres des Finances et de l'Intérieur qui sont une tache sur l'image. Mais quoi que l'on pense, on ne change pas de commandant en chef en temps de guerre. C'est sérieux ce qui se passe là aujourd'hui. Cet Israël attaqué sur tous les fronts, cet Israël bombardé. Vous savez que les 180 missiles tirés par l'Iran il y a 15 jours contre Israël, c'est sans précédent. Pas sans précédent là dans les dernières années, sans précédent dans l'histoire depuis qu'il y a des missiles. On n'a jamais vu un pays, et un si petit pays, qui reçoit 180 missiles sur la tête en quelques heures. Ça ne s'est jamais produit. Donc, dans ces situations-là, pardon, mais moi je ne suis pas israélien, mais je pense que la raison, c'est de dire, tant que ça dure, tant qu'on est en guerre, on ne change pas de commandant en chef. Mais à ceux qui le décrivent comme incontrôlable, par exemple, il n'a pas prévenu, par exemple, les États-Unis de la riposte vendredi soir dernier, qui a vu la mort du leader du Hezbollah. Vous répondez quoi à cela ? J'entends le fait qu'on ne change pas de chef en temps de guerre. Mais... D'abord, on n'en sait rien. Croyez-moi, on n'en sait rien. On ne sait pas. Là, on est dans les arcanes de la politique et de la diplomatie. On ne sait pas ce qui se passe en vrai entre le Premier ministre d'Israël et le président des États-Unis. Et puis ensuite, incontrôlable, ça veut dire quoi ? Je veux dire, une armée qui défend son pays contre ces bombardements, contre ce massacre lui aussi sans précédent du 7 octobre. Les 180 missiles iraniens, c'est sans précédent. Le 7 octobre, c'est sans précédent. Israël, c'est l'un des pays les plus petits au monde. C'est 2 départements français. Quand vous avez la charge de ça, en effet, peut-être que vous ne prévenez pas un allié dont vous savez d'avance qu'il va tenter de vous retenir et qu'il va prétendre mieux savoir que vous ce qui est bon pour votre pays. Ça, c'est possible. Alors que je le dis, parce que à la fois pour vous et nos téléspectateurs, alors que nous discutons ensemble, la situation se précise et s'accélère sur le terrain, puisqu'Israël a déployé, nous l'apprenons à l'instant, des troupes à proximité de Gaza, en raison de la proximité du 7 octobre, de cette date commémorative. Je donne cette information pour nos téléspectateurs et pour vous, Bernard-Henri Lévy. On n'en sort pas, au fond. On sent que... Là encore, je réduis la question. Est-ce qu'un jour, Israéliens et Palestiniens pourront vivre ensemble, côte à côte, pacifiquement ? Oui. Moi, ça fait
Là encore, pardon, mais j'ai l'âge que j'ai, ça fait 50 ans que je milite pour ça. Ça fait 50 ans que je soutiens la solution des 2 États. Il y a même un plan, le plan de 2000, le plan de Genève, que j'ai contribué à façonner avec Yasser Abdelrabo du côté palestinien et Yossi Beilin côté israélien. J'ai souhaité ça toute ma vie. Donc oui, mais pas avec le leadership palestinien tel qu'il est aujourd'hui. Pas avec Yahya Sinwar, pas avec un Abou Mazen qui n'a toujours pas, un an après, condamné vraiment la monstruosité du 7 octobre et qui s'est conduit vis-à-vis de ce Hamas qui l'a détrôné, qui a massacré certains de ses hommes il y a 15 ans, qui s'est conduit d'une manière incroyablement peureuse. Donc pas avec ces gens. Le jour où le peuple palestinien, enfin, se réveillera de ce cauchemar où l'on plongeait des dirigeants indignes et irresponsables, ce jour-là, bien sûr qu'il y aura la paix. Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne en 1945 ? Il y a un grand président allemand, M. von Wiesacker, qui a dit la chose suivante. Il a dit, c'est pas la défaite de l'Allemagne, c'est sa délivrance. La chute du nazisme, ça a été la délivrance de l'Allemagne. Eh bien, la chute de ces leaders corrompus, irresponsables, qui se moquent de leur population, dont les victimes civiles sont comme des trophées et non pas comme des deuils, cette chute-là, ce sera une délivrance pour le peuple palestinien. Et le jour où le peuple palestinien sera délivré, bien sûr que la paix sera possible. On évoquait la situation à Gaza. J'aimerais avec vous, parce que vous ne niez pas les atrocités qui se passent dans cette bande de Gaza, s'arrêter sur ces images de notre journaliste Gwendoline de Bono, qui, avec des journalistes palestiniens, a pu tourner, notamment avec du drone, ces images sur ce qu'est aujourd'hui Gaza. Voilà, une terre détruite, à l'image de l'Allemagne de 1945. Ça, c'était avant. Vous allez voir dans quelques secondes les images après. Il n'y a quasiment plus un bâtiment qui tient. Quand on voit ces destructions, Bernard-Henri Lévy, la priorité, en écho à ce que vous demandez, David, n'est-elle pas qu'on revienne à justement cette solution politique ? Ça paraît, vous dites oui, ça paraît de la science-fiction, pardonnez-moi, aujourd'hui. Non, la priorité, c'est la solution politique, mais pour qu'il y ait solution politique, il faut qu'il y ait une défaite militaire. Pardon, vous parliez vous-même de l'Allemagne. Oui. Il y a eu une solution politique, c'est-à-dire une paix historique entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a eu une capitulation sans condition de l'Allemagne. Ce type de guerre qui s'appelle des guerres totales, qui n'a pas été déclarée par Israël, qui a été déclarée par l'Iran et ses proxies. Ces guerres totales, elles n'ont malheureusement qu'une issue, c'est la reddition finale et sans condition de ceux qui les ont déclenchées. Ce jour-là, ça va très vite. L'engrenage vertueux se met en place aussitôt. Et la solution politique, vous serez surprise de voir à quel point elle prendra forme comme une espèce de mirage réalisé. Bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est la seule solution, bien sûr qu'il faudra que le Liban et Israël sont faits pour s'entendre, bien sûr qu'il faudra un État palestinien qui vive en bonne intelligence avec son voisin israélien, mais pas tant que vous aurez des leaders palestiniens et une jeunesse palestinienne droguée de la mer au Jourdain, la Palestine sera libre, c'est-à-dire on éradiquera Israël. Le jour où il y aura en Palestine une population qui, dans sa majorité, comprendra sincèrement, mais avec le cœur, pas de manière tactique, avec le cœur, qu'on leur a raconté des histoires depuis 75 ans, qu'Israël est là et qu'Israël sera toujours là. Ce jour-là, tout ira très vite et la solution politique, elle sera à portée de main. Vous parliez à l'instant de la jeunesse palestinienne. Ne craignez-vous pas qu'à chaque leader du Hamas éliminé, et on peut parler aussi d'une jeunesse au Liban, qu'à chaque leader du Hezbollah éliminé, 10 jeunes se mobilisent pour rejoindre cette lutte terroriste ? Oui, sauf si le Hezbollah est vraiment vaincu. On faisait le même raisonnement sur Al-Qaïda. Je me rappelle quand, au moment des frappes sur l'Afghanistan, après le 11 septembre, on disait mais à quoi ça sert de frapper Al-Qaïda ? Chaque responsable, ou les talibans, chaque responsable mort, il y aura 10 qui se reproduiront. On disait pareil pour l'État islamique. Eh bien, c'est le contraire qui s'est passé. Dès lors qu'ils ont été l'un et l'autre, réfléchissez, Al-Qaïda vaincu à plat de couture. L'État islamique
privé de ses forteresses, Mossoul et Raqqa, décapité son leadership. Eh bien, excusez-moi, il n'y a pas eu 10 pour 1. Tout ça s'est calmé. Et moi, j'étais à Mossoul il n'y a pas très très longtemps. C'est pas le paradis sur terre, mais en tout cas, il n'y a plus de femmes esclaves, il n'y a plus d'enfants soldats, et il y a très peu de jeunes gens qui rêvent de ce monde-là. Donc je crois au contraire que par exemple, tant que Yahya Sinwar, le chef militaire du Hamas, est désormais le chef tout court d'ailleurs, tant qu'il sera en place, tant qu'il pourra se présenter comme le vaillant résistant qui tient tête au puissant Israël et à l'invulnérable Occident, tant qu'il sera dans cette posture-là, bien sûr qu'il y aura des candidats et il y aura des abrutis dans les rues de Paris pour, à la veille du 7 octobre, appeler à l'intifada à l'image de Yahya Sinwar. Mais le jour où Yahya Sinwar, le chef du Hamas, sera vraiment vaincu, le jour où il en rabattra, vous verrez qu'il y aura moins de monde dans les rues de Paris. Parce que l'histoire n'aime pas les mauvaises personnes qui en plus sont des losers. Les barbares, losers, ça marche pas. Yahya Sinwar, Bernard-Henri Lévy, libéré par Benyamin Netanyahou. Libéré par Benyamin Netanyahou, c'est vrai, soigné par un médecin israélien, l'un de ces médecins d'un peuple qui, soi-disant, ne pense qu'à commettre un génocide à l'endroit des Palestiniens. Il avait un cancer d'une tumeur au cerveau. Il a été guéri par ce médecin israélien. Oui, et bien sûr, mais on est là au cœur même même pas du paradoxe, du tragique de l'histoire. Moi, tout ça, vous savez, je suis bouleversé par tout ce qui se passe. Moi, je suis comme beaucoup, j'ai qu'une envie, c'est d'écrire de la littérature, de faire de la philosophie. Il se trouve, et on a pensé, après la chute du communisme, qu'on entrait dans cet âge-là, où on allait enfin être en paix. Moi, je n'ai pas pensé longtemps d'ailleurs, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et vous évoquiez ce qu'il s'est passé mardi soir, cette attaque, 180 missiles balistiques lancés par l'Iran. Tsahal se prépare à une riposte, ils le disent encore ces dernières heures. Israël doit-il faire le choix d'une réponse mesurée pour éviter l'escalade sans fin avec Téhéran? Quand on entend Joe Biden dire qu'il serait judicieux peut-être de ne pas taper les installations pétrolières, à l'inverse, un candidat à la présidentielle, Trump, qui dit il faut taper les installations nucléaires. Moi, j'ai une hantise. Ça me hante. C'est l'idée que les 180 missiles de la semaine dernière, que certains aient pu être équipés de têtes nucléaires. Ouais. Voilà, ça c'est ma hantise. Pour Israël, pour la région et pour le monde. Donc, comme c'est ma hantise, j'ai une obsession, et je pense que ça doit être l'obsession stratégique de tous les amis de la démocratie, c'est d'empêcher que l'Iran se dote de têtes nucléaires. Arrêter l'Iran au seuil du seuil où il se trouve aujourd'hui. Quitte à taper ces installations nucléaires, du coup. Mais bien, écoutez, il faut être cohérent. Anthony Blinken, secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, en juillet dernier, a dit qu'il ne fallait probablement pas plus de 2 à 3 semaines pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Vous avez envie de vivre dans un monde où l'Iran se dotera de l'arme nucléaire ? On a déjà la Corée du Nord, on a déjà la Russie qui tient le monde entier en otage avec son chantage nucléaire. Vous allez avoir maintenant des ayatollahs qui projettent pour certains déjà d'élargir les rues de Téhéran, les avenues de Téhéran pour le jour où l'imam caché reviendra parce qu'il se prépare à la guerre nucléaire et à la destruction mutuelle massive. Vous avez envie de cela? L'arme nucléaire aux mains de dingos. Donc je crois, moi, contrairement peut-être au discours affiché de Joe Biden, je crois qu'il y a urgence à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. Et on continue d'en discuter ensemble. L'événement du dimanche se poursuit. Restez avec nous. On parlera évidemment du 7 octobre, des commémorations et de l'importation aussi du conflit en France. À tout de suite. Retour sur le plateau de l'événement du dimanche avec notre grand témoin aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, écrivain, philosophe. Dans un instant, nous évoquerons avec Bernard-Henri Lévy la journée de demain, commémoration du massacre des attentats terroristes du Hamas le 7 octobre. Mais on évoque avant tout ensemble, en premier lieu, la question de l'importation du conflit en France. Avec ces propos récents, ils datent de vendredi, du leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui en réaction notamment à une circulaire du ministre de l'Enseignement supérieur dans les universités, en vue de ces commémorations justement, appelle
à déployer des drapeaux palestiniens dans toutes les universités à partir du 8 octobre. On l'écoute, on en parle ensuite. Alors moi, je recommande qu'à partir du 8, on mette des drapeaux palestiniens partout où on peut, de manière à ce que cette personne n'ait pas le dernier mot. Bernard-Henri Lévy, énième provocation de Jean-Luc Mélenchon, ou ça va plus loin que ça? Ou fin du naufrage, moi je dirais. C'est un naufrage qu'à la veille du 7 octobre, cet homme n'ait pas le minimum d'empathie, de solidarité, de fraternité avec d'abord les binationaux français massacrés ou pris en otage le 7 octobre, que ce jour-là, ce jour de deuil, ils tiennent ce type de propos, c'est indigne, c'est infâme. Que vous voulez que je vous dise d'autre? Conséquences politiques peut-être? Conflit séculaire là-bas, kérosène politique ici. Oui, mais kérosène politique avec un type qui joue avec le kérosène, qui joue avec le feu. Il y a ça, et puis il y a un assistant parlementaire hier ou aujourd'hui qui appelait, lui, carrément à l'intifada, hier, je crois, puisqu'il y a eu, là encore, dans les grandes capitales occidentales et aussi, hélas, en France, des gens qui n'ont pas trouvé de meilleure idée à la veille du 7 octobre que de manifester pour le Hamas et pour l'acte de résistance que fut le 7 octobre. Et là, vous avez un insoumis, assistant parlementaire de Madame Soudet, je crois, qui a appelé à l'intifada. Mais ces gens sont des misérables. Il y a rien de plus à dire. Conséquence politique que j'espère, c'est que ce qui reste de la gauche se dissocie vraiment, et pas avec des contorsions, pas avec des tourner la page et ainsi de suite. Il faut se dissocier de ce type de discours. Ces discours-là, ils font tâche et ils font histoire. Il y a une gauche française qui est en train de se déshonorer à jamais, cette gauche-là. Donc il faut très vite s'en dissocier. Au lieu de faire alliance, il faut que le nouveau Front populaire, qui était déjà une insulte à la mémoire de Léon Blum, qui était déjà une insulte à la mémoire de la gauche, aujourd'hui ça devient une insulte à la France. Il faut qu'il se brise, là, lundi matin, à la prochaine session parlementaire. Mais conséquences politiques, Bernard-Henri Lévy aussi, dans notre pays, toute une partie aujourd'hui de la communauté juive de France se sent davantage défendue par un parti comme le Rassemblement national, malgré l'histoire du parti, que par la gauche. Oui. Quelle leçon tirez-vous de cela ? Je pense que ceux qui raisonnent ainsi font une erreur. Moi, je suis français et je suis juif. Je me sens pas défendu par le Rassemblement national. Je me sens pas défendu par des gens qui me défendent parce qu'ils détestent encore plus celui d'en face. Je me sens pas défendu par des gens qui ont une longue tradition d'antisémitisme et qui ont réuni un jour un bureau politique et ont décidé par décret qu'ils allaient passer du côté du philosémitisme. Voilà. Donc, je me sens pas défendu. C'est peut-être vrai. Peut-être, en effet, ont-ils profondément changé. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que j'attends de voir. Je précise que les images derrière vous sont celles, vous vous souvenez de cette manifestation à l'initiative de Yael Braun-Pivet et de Gérard Larcher à l'époque, marche contre l'antisémitisme. Marine Le Pen était venue, elle avait été invitée, et les Insoumis, eux, bien sûr, n'avaient pas fait le déplacement, n'étaient pas venus marcher contre l'antisémitisme. Je rappelle simplement, factuellement, cela. À un moment où nous parlions d'importation du conflit. L'antisémitisme en France, j'ai deux chiffres. J'ai fait un livre qui s'appelle Solitude d'Israël. Oui. Je crois, hélas, j'espère avoir tort, mais je crois que et Israël et les Juifs du monde aujourd'hui sont beaucoup plus seuls qu'on ne le pense. Et ce n'est pas telle ou telle alliance de circonstances qui me fera changer d'avis, ni qui me fera chaud au cœur. Je crois. C'est atroce, mais c'est comme ça. Les Juifs sont seuls. Il y a encore, heureusement, des institutions, il y a des lois, il y a des grands préfets, il y a des élites, des doyens d'université qui tiennent la ligne. Mais enfin, le raz-de-marée de haine est quand même, hélas, très puissant partout. Regardons les chiffres. Ce sont ceux du ministère de l'Intérieur. Premier trimestre de cette année, l'année 2024. 887 faits antisémites relevés. Donc ça veut dire que c'est des gens qui ont été victimes d'un acte antisémite et qui ont fait la démarche d'aller porter plainte. Peut-être y en a-t-il davantage. C'est 192% de plus par rapport au premier semestre 2023.
Ça, c'est le premier élément que nos téléspectateurs sachent de quoi nous parlons, avec un peu de précision. Et je voulais aussi qu'on voit ce qui s'est passé au lendemain du 7 octobre. Parce qu'au lendemain du 7 octobre, c'est-à-dire entre le 7 octobre 2023 et le 31 décembre 2023, il y a eu 1242 actes antisémites. Pendant toute l'année 2023. Avant le 7 octobre, c'était 434. Je vous donne simplement les chiffres. Quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que cela vous inspire ? Que ressentez-vous ? Cela m'inspire là encore une très grande tristesse et un très grand abattement qui, heureusement, ne réduit pas mon énergie. Mais face à ce paradoxe monstrueux, après le 7 octobre, on attendait de la fraternité, on attendait de la compassion, on attendait de la compréhension. Et au lieu de cela, on a eu, dans une partie de la population, pas la majorité de la France, mais on a eu la haine, on a eu les manifestations de solidarité avec le Hamas, on a eu des intellectuels, on a eu des apprentis intellectuels, des étudiants qui ont crié dans les rues ou dans leurs amphithéâtres que le Hamas était un mouvement de résistance, était un mouvement de libération nationale. On a eu mon école, l'école normale supérieure, qui a invité une intellectuelle américaine, Madame Judith Butler, honte à elle, qui qualifiait, qui a passé toute une conférence à expliquer que le Hamas faisait partie du grand éventail des mouvements de lutte pour le progrès et contre l'impérialisme. Tout ça, c'est le monde à l'envers. Tout ça est honteux. De tout cela, je crois, nous aurons honte, tous collectivement. Ceux qui en sont coupables et ceux qui n'ont pas su l'empêcher, nous aurons un jour honte collectivement de n'avoir pas été capables. Parce que c'est encore plus grave que ce que vous dites. La vraie chronologie, c'est que dans les jours qui ont suivi le 7 octobre, c'est-à-dire avant même qu'Israël ne réplique, avant même qu'on ne parle de massacre civil à Gaza, alors qu'Israël était sous le choc, était en état de commotion, les manifestations antisémites ou de haine anti-juive ont commencé à Rome, aux États-Unis et à Paris. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est en réaction à la politique de Benjamin Netanyahou que les insoumis sont descendus dans la rue. C'est dès le lendemain matin, vous aviez un député insoumis, monsieur Guiraud, qui blaguait à Tunis, devant un public acquis, qui blaguait sur les... Je ne veux même pas entrer dans le détail. Donc, le vrai paradoxe, il est là. C'est qu'au lieu de la compassion, on a eu une surenchère dans la vilainie et dans la haine. Au moment où vous parlez, ces images d'archives, d'incendies notamment de synagogues à la Grande Motte cet été, vous considérez aujourd'hui que les autorités en font assez ? À chaque fois, un responsable politique, je parle des membres du gouvernement, disent que c'est une priorité. Force est de constater que les actes augmentent. Bien sûr que les autorités font ce qu'elles peuvent. Les autorités, les préfets, les services, la police, le gouvernement, je suis sûr qu'ils en font assez. Le vrai problème, c'est qu'on ne devrait pas avoir à faire du tout. Ouais. Moi, je n'ai pas envie d'aller dans une synagogue qui doit être... le vrai scandale, il est là, c'est qu'on doive aller dans une synagogue protégée par la police. C'est que des journalistes libres ne puissent pas se déplacer librement dans leur propre pays. Après, bien sûr que la police fait son travail, elle fait le mieux qu'elle peut face à cette situation anormale, cette situation monstrueuse qui fait qu'il y a des gens qui veulent l'intifada à Paris. Bernard-Henri Lévy, à plusieurs reprises, vous avez fait référence aux insoumis dans les réponses que vous nous apportez. Vous faites référence à une forme d'instrumentalisation, parfois cynique, de l'antisémitisme à des fins politiques. Moi, j'ai une question toute simple à vous poser. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite ? Moi, ce que je crois d'abord, c'est que ce n'est pas de l'instrumentalisation. Ce n'est pas une tactique. J'entends souvent les commentateurs dire ça. C'est pas du clientélisme. C'est pas du clientélisme. C'est pas une tactique pour aller draguer les voix des banlieues. Et d'ailleurs, si c'était une tactique, il en changerait très vite, puisque comme vous voyez, il dégringole dans les sondages. Donc je crois que c'est pas une tactique. Donc je crois qu'il y a chez ces gens, lui et d'autres, comme à l'autre bord du spectre politique, chez un ancien Premier ministre qui s'appelle Dominique de Villepin, il faut les écouter, il faut les regarder. Il y a autre chose que du calcul froid. Il y a une haine qu'ils inspirent, qu'ils dégagent. Une haine de qui ?
Une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs. Oui, il y a une haine là, il y a une haine, il y a un côté bave aux lèvres, il y a un côté furieux. Je n'ai jamais vu M. Mélenchon ou M. de Villepin, je les ai jamais vus aussi indignés quand on massacrait au Darfour, quand on génocidait au Rwanda, quand je revenais moi de mes reportages à Mogadiscio ou chez les Tigres Noirs tamouls, je les ai jamais vus dans cet état-là. Je les ai pas vus dans cet état-là lorsque le terrorisme frappait à Paris. Jamais, jamais. Jean-Luc Mélenchon serait animé d'une haine des Juifs. Voilà ce que vous affirmez ce matin. En tout cas, j'affirme ce matin qu'il y a quelque chose de plus que du clientélisme. Voilà. Et je pense en effet, comme je ne veux pas que vous soyez poursuivis par la justice, ce serait vous, oui, en complicité avec moi, je pense qu'en effet, il est au bord, lui et certains dans son parti sont au bord de la forme moderne de l'antisémitisme. Laquelle forme moderne de l'antisémitisme, c'est que ça marche plus de dire que les Juifs sont déicides. Les chrétiens savent que ça n'est pas comme ça. Ça marche plus de dire que les Juifs sont une race à part. Ce qui marche, c'est de dire que les Juifs sont haïssables parce qu'ils sont les alliés, même quand ils sont contre d'ailleurs, d'un État nazi et génocidaire qui est Israël. La machine antisémite, la machine rhétorique de l'antisémitisme d'aujourd'hui, en tout cas, elle marche comme ça. Voilà. Il convient de haïr les Juifs, de les réprouver, parce que Israël est un État génocidaire et qu'entre les uns et les autres, il y a un lien de parenté. Ainsi parle le nouvel antisémite, et il se trouve que c'est bien souvent ainsi que parlent les gens que vous évoquez. Nous sommes à la veille du 7 octobre, on l'évoquait un peu plus tôt. Le président français, demain, a prévu de recevoir les familles des victimes françaises. Un moment de souvenir, de partage. Il les avait déjà reçus en se rendant sur place il y a plusieurs mois. Est-ce que vous considérez que ces cérémonies, je pose la question, sont encore utiles ? Permettent-elles, selon vous, de faire nation quand on observe, et quand vous le décrivez, à quel point la société française est fragmentée ? A-t-on besoin de ces moments ? D'abord, je crois qu'il n'y a, pour moi en tout cas, et je crois que nous sommes nombreux Français à être dans cet état d'esprit, il n'y a pas moyen de faire autrement. Moi, ça fait 3 jours, 4 jours que je suis là aussi hanté et habité par les récits des survivants, par les images des massacres et par le malheur des familles d'otages. Moi, il se trouve que j'étais en Israël dès le 8 octobre, dès le lendemain du 7 octobre, que j'étais à Sderot, la ville martyre du Sud, dès le lendemain, et que j'étais dans les kibboutz martyrs dès le 11. Donc moi, j'ai dans l'oreille les récits des témoins. J'ai dans les yeux les combats qui continuaient de se produire au kibboutz de Kfar Aza. Et je fais partie de ceux, encore une fois, nous sommes nombreux, juifs ou pas juifs, à ne pas pouvoir oublier cela. Voilà. Donc je pense que ces commémorations de demain, elles sont essentielles. C'est le minimum. Et heureusement, c'est bien que le président de la République reçoive ces 2 familles. De même que c'est bien, j'espère que demain soir, il y a un grand rassemblement qui est organisé par le CRIF à Paris. J'espère que seront nombreux les ministres de ce gouvernement et du gouvernement d'hier et de celui peut-être de demain qui seront présents et qui témoigneront de leur solidarité avec les victimes et les otages. Les victimes et les otages. 101 otages encore retenus dans des conditions atroces, des enfants, un bébé qui a fêté son premier anniversaire en détention. C'est de ça qu'il est question. Dont 2 Français. Dont 2 Français, absolument. Et 2 Français parmi les otages, oui. Parmi les otages. Oui. Et lors des attaques du 7 octobre, 42 de nos concitoyens ont été tués. Naturellement. 42 de nos concitoyens ont été tués, ce qui fait de cet attentat du 7 octobre l'un des plus meurtriers pour les Français. Nous en avons subi de nombreux, en 2015 notamment. Mais 42 morts. Et le précédent, c'était l'attentat l'un des plus meurtriers aussi. C'était à Beyrouth, l'attentat contre l'immeuble Drakkar qui a coûté la vie à 58 braves parachutistes français qui sont tombés sous le coup de qui ? Sous le coup des milices chiites Hezbollah. Voilà. Ceux-là même qu'Israël affronte aujourd'hui au Sud-Liban. 42 de nos concitoyens tués le 7 octobre. Est-ce que les choses ont changé en France, selon vous, Bernard-Henri Lévy, depuis l'attentat de la rue Copernic, lorsque Raymond Barre s'était ému de la mort de Français innocents ?
C'est-à-dire, dans la perception de nos concitoyens, dans notre société, l'idée qu'il y aurait des victimes juives, et au fond, c'est normal, et d'autres victimes plus graves pour lesquelles il faudrait nourrir davantage d'émotions. Est-ce que les choses ont changé ? Je ne sais pas. Je pense que les choses se sont radicalisées. Je crois qu'il y a, en effet, de plus en plus de gens, ceux que nous évoquions tout à l'heure, qui pensent pire encore que Français innocents, qui pensent que les victimes juives sont coupables, en gros. Sont mortes parce qu'il y avait un contexte, qu'elles sont mortes parce qu'il y avait un historique et colonialisme, etc., etc. Ça, il n'y avait pas à l'époque de Raymond Barre à ce point-là. Et puis de l'autre côté, je crois qu'il y a un nombre grandissant de Français, les gens qui vous écoutent, les gens qui savent qu'il y a une fraternité essentielle, une fraternité d'âme, de cœur, d'esprit et de chair entre tous les Français et entre tous les démocrates du monde et qui vivront, je crois, demain 7 octobre, ces heures-là comme un jour de deuil national. Je crois qu'ils seront nombreux. C'est plutôt comme ça. Bernard-Henri Lévy, on retourne en Israël, qui est une société aussi fragmentée. Vous la connaissez bien, avant ce qui s'est passé au Liban. Benyamin Netanyahou, on en parlait tout à l'heure, est aussi un Premier ministre très critiqué dans sa propre population. Des manifestations quasi hebdomadaires pour demander le retour des otages et critiquer la gestion à l'œuvre aujourd'hui. Vous en parliez, 101 otages. Il existe et il subsiste encore de très nombreuses zones d'ombre sur la faillite des renseignements israéliens quand il s'agit de parler du 7 octobre. Une commission d'enquête en bonne et due forme n'a toujours pas été diligentée. Est-ce qu'il est temps, aujourd'hui, qu'elle ait lieu et qu'elle se déroule, malgré ce qui est en train de se passer, mais c'est pas, notamment au Liban ? Je ne crois pas qu'il y ait des zones d'ombre. Zones d'ombre, ça... Certains le décrivent quand même, malgré tout, sur une faille. Oui, moi je ne pense pas qu'il y ait zone d'ombre. Moi je pense que cette attaque du 7 octobre, elle était inimaginable. Vous savez, il y a des événements comme ça dans l'histoire, ce que dans d'autres domaines on appelle un signe CY noir, c'est-à-dire un événement tellement énorme, tellement nouveau, qui ressemble tellement à rien de connu, qu'on ne le voit pas venir. Et que même si on a des éléments d'information, on n'y croit pas. Rappelez-vous cette réponse d'un juge à la Cour suprême des États-Unis en 42 ou 43 qui voit Yann Karski qui vient le raconter les camps d'extermination et les chambres à gaz. Le juge en question lui dit « Je ne prétends pas que vous mentiez, mais je ne peux pas vous croire. » Voilà. Donc, le 7 octobre, c'est de cet ordre. Bernard-Henri Lévy, un an avant, les services de renseignement israéliens reçoivent un document de 40 pages qui résume en détail le plan d'attaque. Oui. La veille du 7 octobre, une agent israélienne observe les troupes du Hamas s'organiser, se préparer à un assaut. Elle prévient sa hiérarchie. Et personne ne réagit. Bien, c'est exactement ce dont je vous parle. Je donne ces éléments-là, c'est le début de mon livre. Et en effet, je dis qu'il y a des événements dans l'histoire. Des événements, il faut leur mettre un grand E, il faut leur mettre une majuscule. Même quand on sait, on ne croit pas. Rappelez-vous Raymond Aron, qui jusqu'à la fin de sa vie, il a dit l'industrie de la mort nazie. Bien sûr qu'il y avait des informations. On lisait ça dans les journaux, en page 15 des journaux de l'époque. Mais on ne pouvait pas l'imaginer. Quand quelque chose ne s'est jamais produit, dans l'histoire, on n'y croit pas. Donc l'invasion d'Israël par des combattants expérimentés, escortés par des civils enfiévrés, se soldant par un nombre de morts incalculable, par une razzia et une prise d'otages telle qu'on n'en avait pas vu depuis l'Antiquité. Ce schéma-là, il y avait beau y avoir des rapports, en effet, ni les services de renseignement, ni les gouvernements de gauche ou centristes, Lapid, Bennett, ni le gouvernement de droite, Netanyahou, ne les a crus. C'est aussi vertigineux, mystérieux et simple que ça. Voilà. Mais est-ce que Benyamin Netanyahou devra-t-il rendre des comptes ? Certains chefs du renseignement ont démissionné. Juste, vous faites référence à Amir Oren, un commentateur israélien que vous connaissez bien, peut-être dit « La principale ambition de Benyamin Netanyahou est de rester au pouvoir. Il s'accroche pour éviter, dit-il, que son gouvernement ne s'effondre sans se soucier, écrit-il encore, des otages. » Vous voulez mon sentiment ? Absolument. J'en sais rien. Vous non plus, et lui non plus. Oren, on n'en sait rien.
que la principale ambition de Benjamin Netanyahu, ça c'est de la rumeur urbaine, c'est possible. Il est possible aussi que Benjamin Netanyahou ait la volonté sincère de ramener les otages, parce qu'une part de son cœur resterait pure, ou parce qu'il en tirerait un bénéfice politique immense et une place dans l'histoire colossale. Il est possible que le principal objectif, ça soit de gagner la guerre contre ce qu'il appelle l'axe du mal et que les Iraniens appellent l'axe de la résistance. On n'en sait rien. Ça, c'est se mettre dans la tête de Netanyahou en disant que, etc., c'est de la théorie du complot. On ne le sait pas. Voilà. Et l'heure est trop grave, me semble-t-il, et ce qui se passe là est trop tragique pour que l'on se perde en conjecture sur ce qu'il y a dans la tête de tel ou tel Premier ministre. Moi, j'ai une obsession, c'est que les otages reviennent. J'ai une deuxième obsession, c'est que la guerre s'arrête et qu'il n'y ait plus de victimes civiles, en effet, palestiniennes, parce que ça me brise le cœur, autant que les autres, bien sûr. Et j'ai une troisième obsession, pour que cela advienne, c'est que Israël gagne cette guerre. Voilà, c'est pas se défendre, gagne, l'emporte. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Nous n'ouvrons pas un chapitre supplémentaire puisqu'il nous reste moins d'une minute. Et en moins d'une minute, on ne peut rien dire d'intelligent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, sauf les hommes politiques qui disent parfois ils ont l'art des punchlines. Mais moi, je l'ai pas. Donc, en effet, on peut. C'est pas la carrière que vous avez choisie. C'est pas la carrière celle d'homme politique. Non. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Bernard-Henri Lévy, dans l'événement du dimanche. Merci.